Donc bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette dernière soirée de l'année d'Infiniscience. Alors c'est assez marrant parce que l'année 2022, on l'avait commencé en mars avec Simon Nicolas, je ne sais pas si certains parmi vous étaient là, le directeur du Centre spatial guyanais, qui nous avait parlé des fusées, des différentes fusées qui partaient depuis Kourou, et qui nous disait que le Centre spatial guyanais, il protégeait toute la faune et la flore de la forêt amazonienne. Et ce soir, on a vraiment le plaisir de recevoir Serge Berthier, parce que Serge Berthier, il a une histoire avec Clermont-Ferrand. Il va vous parler des morphos, le papillon bleu que vous avez sur la première diapo qui est ici, mais il faut savoir que les premiers papillons, il les a chassés dans le parc Majestic. Alors pour ceux qui sont du coin, ça doit vous parler, le parc Majestic, c'est à Roya. Parce qu'il passait ses vacances à Roya, je pense qu'il vous racontera un peu tout ça. Donc en gros, s'il est devenu l'éminent professeur spécialiste des morphos, eh ben, tout a démarré ici en Auvergne, et ça, on est un peu fiers. Donc il n'a pas fait sa thèse à l'université de Clermont, hein, il a fait sa thèse à Paris. Ensuite, il est parti pendant 7 ans à l'université de Corse. Il nous a raconté de très belles histoires sur la création de cette université en Corse. Et puis ensuite, il est parti pour intégrer l'université de Paris en tant que maître de conférence, puis professeur. Et puis voilà, maintenant, une fois qu'on a fait une très très belle carrière scientifique, on devient professeur émérite. Et on a le plaisir de recevoir les professeurs émérites à Infiniscience qui vont nous faire de très belles conférences. Et ce soir, Serge Berthier va nous emmener en Amazonie. Il a emmené cet après-midi les enfants de l'école Alphonse Daudet à Clermont en Amazonie. Et je lui laisse la parole. Merci et bonne soirée. Bon, en attendant qu'on trouve la télécommande, je vais revenir sur les petits-enfants que j'ai vus tout à l'heure. Donc effectivement, je crois que je vais les montrer là. À un moment, je leur montre des piranhas parce que bon, c'est quand même des bestiaux auxquels on est confronté en Amazonie. Alors ils ont été très intéressés, mais je les ai beaucoup déçus parce qu'ils m'ont quand même demandé si quelqu'un s'était fait bouffer. Et à mon grand dame, j'ai dû leur dire que non. Même pas grignoter. Non, même pas grignoter. Voilà. Bon, sinon, oui, donc je suis physicien. Je travaille dans... Vous voyez, il y a une chaire là de l'UNESCO en nanotechnologie. Donc je travaille dans un laboratoire où on fait de la nanotechnologie. Nanotechnologie, ça veut dire qu'en gros, on fait toute la physique à l'échelle du nanomètre. Donc, nanomètre, le milliardième de mètre, donc c'est une dimension, c'est beaucoup plus gros qu'un atome ou une molécule, mais c'est beaucoup plus petit que, c'est beaucoup plus petit que le micron. Le micron, ça se maîtrise très bien, on sait faire des choses microniques. L'intermédiaire est très difficile. Et au milieu de tout ça, moi, je m'intéresse à ça en particulier parce que eux savent faire ça très bien. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un domaine qu'on maîtrise mal. On débute dans cette science-là, qu'on appelle la photonique. Donc photonique, c'est de l'optique quantique. Je ne vais pas vous embêter avec ça, si vous voulez. Mais en gros, voilà, c'est une façon de gérer la lumière, de gérer les photons, les arrêter, les faire tourner. Voilà. On peut faire tout ça avec la photonique. On débute dans ce métier, alors que aussi bien le morpho que ce serpent, par exemple, ils ont des structures photoniques. Toutes ces couleurs-là sont créées par des structures photoniques, donc ils arrivent... Voilà, et c'est ça qui m'intéresse, avec une arrière-pensée de bio-inspiration, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux aspects, l'aspect fondamental, déjà, comment ça marche, à quoi ça sert, quel est l'intérêt pour le morpho d'avoir des couleurs pareilles, et puis après, derrière, se dire, bon, voilà, il a réussi à inventer une structure fabuleuse, est-ce qu'elle peut nous servir ? Est-ce qu'on sera capable de la reproduire? Ça, c'est encore autre chose, mais au moins comprendre comment elle marche et voir si ça peut avoir un intérêt pour nous. Donc c'est ça la bio-inspiration. Voilà, donc dans mon exposé, on va partir en voyage au début pour vous montrer un petit peu le contexte. Donc très régulièrement, j'emmène des étudiants qui sont intéressés par le sujet pour voir les choses sur place, si vous voulez. C'est facile de faire de la bio-inspiration au laboratoire, mais il faut comprendre comment vivent ces animaux si on veut vraiment exploiter bien leur découverte. Donc je les emmène là-bas. Donc là, quelques diapos pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je ne me souviens plus si on voit un piranha, mais peut-être. Et puis, après, je vous montrerai plus particulièrement mon travail, donc la photonique naturelle, hein, ce que c'est
ce qu'on appelle un cristal photonique, à quoi ça sert, sans faire de physique. Hein. Tout ça est parfaitement illustré par les insectes, les papillons, des choses comme ça. Après, il y aura un passage, c'est le passage où on est moins content, où je vais faire un petit bilan de l'état de la planète, très rapide, et pour essayer de comprendre en quoi la bioinspiration peut être une voie pour sortir de cette impasse dans laquelle on se trouve actuellement. Voilà. Et puis ensuite, si on a le temps, mais je serai peut-être trop long, faudra que tu m'arrêtes. Si on a le temps, on fera une espèce de déambulation où je vous montrerai toutes les découvertes qu'on peut faire en se baladant dans une forêt amazonienne, avec les idées d'application qu'il peut y avoir derrière. Voilà. Donc, les choses ici se passent sur un fleuve qui s'appelle le Tapanaoni. Donc ici, on va aller au Suriname. Alors ça, j'avais montré une carte comme ça, enfin, vous connaissez, la Guyane française est là, le Maroni fait la frontière comme ça, et puis à un moment, on quitte le Maroni et puis on rentre au Suriname. En toute illégalité, il n'y a pas de douane à cet endroit-là, donc vous rentrez, quoi, voilà. Mais en fait, c'est des endroits où tout le monde rentre et sort comme on veut. Et voilà, donc c'est quand même des voyages assez longs. Hein. En pirogue, il faut deux jours pour arriver là. Sur le Maroni, qui est un fleuve, peut-être certains d'entre vous connaissent un peu la Guyane, c'est un fleuve très large. Au début, c'est un fleuve très tranquille. Hein. Il est non navigable, enfin les pirogues passent très très bien là-dessus. Le Tapanaoni, on commence à rentrer, là vous verrez quelques extraits de petits films, on commence à passer les sauts, donc les rapides, plus ou moins facilement. Et puis ici, il y a une montagne, bon, c'est un but un peu symbolique, mais pas seulement, il y a une montagne sacrée, donc tout ça est habité par des Indiens, et ils ont un site sacré, une montagne là qu'on appelle un Inselberg. Ce sont des montagnes granitiques noires, qui émergent comme ça, il y en a un peu partout en Amazonie, donc c'est un phénomène que les géologues expliquent très bien, mais c'est des montagnes qui sortent de la forêt et qui sont noires, granitiques, il n'y a aucune plante dessus, donc il fait une chaleur vraiment à crever là-dessus, c'est-à-dire que le sol est à 60-70 degrés, et donc ce qui nous intéressait là, c'était d'aller voir qu'est-ce qui arrivait à vivre là-dessus. Et très étonnamment, il y a de la vie sur un sol à 70 degrés, des fourmis y arrivent, des petits lézards y arrivent, etc. Donc ça veut dire qu'ils ont trouvé des moyens de survivre dans des conditions pareilles. Voilà. Ici, une présentation très rapide de mes étudiants au laboratoire. Bon, il y en a qui dorment un peu là, mais vous allez beaucoup en voir dormir. Et là, ça y est, on est en Amazonie, donc ça c'est pour montrer qu'on dort on dort en hamac, évidemment, parce que c'est une façon de dormir qui est extrêmement sécuritaire. Là encore, les garçons dorment beaucoup. mais bon, ils ont le droit de se reposer parce que c'est pas toujours très facile ces expéditions-là. Alors voilà, ce qu'on appelle un saut, c'est que tout d'un coup la barrière, elle est barrée, la rivière, elle est barrée par ça. Et donc il faut passer quelque part là. Alors, les guides connaissent, ils savent que par exemple, je ne sais pas, peut-être en passant par là, on pourrait y arriver, donc on longe tout ça, et puis souvent ça passe, alors ça se passe comme ça quand même. Hein. Vous avez le monsieur là qui est un taquériste, c'est une pirogue très longue, donc celui qui est à l'arrière ne voit pas où il va, donc c'est celui à l'avant qui lui indique les passages. Donc voilà, là on passe, alors il y a un moteur de 100 chevaux à l'arrière, hein, ça pousse bien. Et puis là, on est passé sans problème. Mais des fois, on ne peut pas passer. Soit parce qu'il y a trop d'eau et que le moteur n'arrive pas à remonter, soit parce qu'il n'y en a pas assez et que la pirogue ne passe pas. Donc dans ces cas-là, ça devient un peu plus sportif, si vous voulez. On s'arrête en aval, on décharge la pirogue, et puis on va tout passer par la forêt. Et après, on va tirer la pirogue à la main au milieu du fleuve. Donc voilà, là on décharge, on transporte le matériel. Alors
ça peut être très lourd, hein. Ça c'est les bidons d'essence, c'est des bidons de 60 litres. Il y a aussi des réserves d'eau. Donc là, on se balade comme ça, et puis c'est une marche en forêt sur un bon kilomètre. Voilà, donc bon, il faut être jeune, quoi, c'est bien. C'est pour ça que j'emmène des jeunes. Voilà, on passe en forêt, et puis voilà, à un moment, tout le monde revient, et on passe la pirogue. Alors ça se passe comme ça, hein. Ouais, c'est des pirogues immenses qui sont magnifiques, hein, qui sont faites dans un tronc d'arbre unique. Et puis voilà, donc il faut la faire passer sur les rochers, hein. Alors bon, j'aime bien parce que vous voyez, vous avez des petites jeunes filles comme ça qui toutes frêles, et puis de l'autre côté, fort heureusement, vous avez deux colosses là et je crois que c'est eux qui font le boulot, quoi. Nous, on les encourage de la voix et du geste, quoi, mais voilà comment ça... Donc voilà, c'est des voyages absolument passionnants, mais il y a la science quand même derrière. Je vais finir avec mes souvenirs de vacances et puis on va faire de la science. Voilà. Et puis donc voilà, voilà les fameux piranhas, si vous voulez, alors qui sont pas ce qu'il y a de plus dangereux dans le fleuve d'ailleurs, mais enfin vous voyez, ils ont quand même des mâchoires très impressionnantes, et donc là effectivement les petits CM2, ils auraient quand même bien aimé qu'il y ait eu peut-être pas un mort, mais au moins un morceau d'arraché, quoi. Mais bon, j'avais rien, quoi. Voilà. Et puis alors après, là on va terminer. Soit on dort en forêt, donc à ce moment-là, je vous montrerai tout à l'heure, il faut construire un carbet, c'est-à-dire une protection. Soit on s'arrête dans des villages habituels. Donc ici, vous voyez, on est dans un village, et puis il y a la pluie quasi habituelle en Guyane dans cette saison-là, saison des pluies. Donc moi j'étais là, donc mes études étaient là, c'était un peu de nuit avec tous les pour moi. Donc moi j'étais allé mettre mon hamac à l'abri, tout ici. Et donc j'ai passé la nuit avec tous les animaux du village qui eux aussi venaient se mettre à l'abri de la pluie. Donc il y avait les poules, les cochons, les chiens, enfin voilà. C'était passionnant. Alors c'est des rencontres magnifiques, voilà, une petite indienne qui s'était attachée à nous et qui ne nous quittait pas. Voilà le contexte. Et puis alors maintenant, on va revenir à la science. Qu'est-ce que c'est qu'un cristal photonique? Donc un cristal photonique, c'est un cristal qui est structuré donc à l'échelle de 50-100 nanomètres. Et 50-100 nanomètres, c'est la taille qu'il faut si vous voulez créer des effets colorés, par exemple. Pourquoi? Parce que le visible humain, ça commence à 400 nanomètres, ça finit à 800. Et en optique, on adore ce qu'on appelle lambda sur 4, c'est-à-dire le quart de la longueur d'onde. Si vous avez n'importe quoi, un bout de papier, un bout de plexiglas, qui fait un quart de longueur d'onde, vous aurez forcément un effet coloré. Voilà. Donc, alors les effets colorés, j'ai pas mis d'échelle là volontairement. Bon, je ne vais pas vous demander qu'est-ce que ça peut être, ces trucs-là. Parce que je crois que bon, ça ne s'invente pas, si vous voulez. Mais enfin, ce sont, je vous le dis, ce sont des écailles sur des élytres de coléoptères. Voilà. Et les effets colorés, c'est ça. Hein. Alors ça fait, je ne vais pas dire que c'est macroscopique, mais ça fait 50 microns, cette chose-là. 50 microns, c'est un cheveu, quoi, un cheveu fin. Voilà. Et les effets colorés, c'est ça, vous voyez. Donc là, je fais tourner un polariseur où je fais varier l'éclairage, et vous voyez ces cristaux qui prennent toutes les couleurs. Donc là, vous avez de la vraie manipulation de lumière. Hein. On sent qu'avec ce truc-là, on peut faire plein de choses avec les lumières. Voilà. Je vais aller un peu vite. C'est quelque chose qu'on retrouve, donc avant c'était un coléoptère, hein. Ça c'est des écailles de papillons. Donc là c'est pareil, hein. Vous avez, on voit déjà une structure un petit peu dessus, là ça va un petit peu vite. On voit une structure dessus, là déjà, donc ça va créer un effet d'optique. Et puis ce bleu-là, c'est une écaille de Morphos. Hein. Ce bleu-là, il a été créé par une structure photonique. Et puis là, vous avez un autre morpho. Donc Morphos, c'est une petite famille, il y a une trentaine d'espèces différentes. Voilà, vous avez un autre. Celui-là est très joli, je l'aime bien parce que... attendez, il est passé un peu vite. Il m'a semblé en voir un en passant là.
On va le laisser venir tout seul. Donc là on est vraiment en Amazonie, mais le suivant, qui est très... Bon, ça c'est encore un morpho, donc les morphos sont strictement amazoniens. Hein. Mais ça, là, voilà, ça passe très vite, c'est magnifique, mais ça c'est un petit insecte de chez nous. Oplia cerulea, cérule bleue, petit coléoptère comme ça. Et puis là, c'est encore sur un coléoptère amazonien. Vous voyez, donc tout ça, là, c'est des couleurs absolument magnifiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils arrivent à créer ce genre de choses. Et puis là, vous pouvez déjà imaginer l'application qu'il peut y avoir pour ces choses-là. On va en parler tout à l'heure. Donc l'origine des couleurs, comme vous le savez, les couleurs, ça peut se faire avec des pigments, ce qui est l'immense majorité. Ici, en gros, tout ce qui est coloré est fait avec des pigments. Hein, les tissus, les sièges, tout ça. Et il y a une autre façon, c'est de le faire avec des effets optiques, c'est-à-dire sans pigments, simplement en structurant la matière à la belle échelle. Hein. Si vous avez la bonne échelle, ça fera des couleurs. Hein. Alors l'énorme avantage, c'est que les pigments sont plus ou moins toxiques. On s'en aperçoit maintenant, c'est-à-dire que les pigments autorisés en cosmétique, ils se réduisent comme peau de chagrin, il y en a de moins en moins. Tous les ans, on leur interdit un nouveau pigment, alors que les couleurs physiques, vous pouvez les faire avec des choses parfaitement neutres. Hein. Il suffit que ça ait la bonne taille, c'est tout, mais ça peut être absolument n'importe quoi. Voilà. Alors, ce qu'on appelle les couleurs structurales, donc qui sont créées par une structure. Alors, ce qu'on appelle une structure, voilà, ce sera la seule physique que je vais faire là, c'est des objets qui présentent une périodicité. Il faut que l'objet soit périodique parce qu'il va interagir avec la lumière. Avec la lumière, un des modèles de la lumière, c'est un modèle ondulatoire, c'est-à-dire que c'est aussi une grandeur périodique. Et quand on fait de la musique, on sait bien qu'on peut faire vibrer une corde et ça va faire vibrer l'autre sans qu'on la touche. Hein, parce que ce sont tous les deux des objets qui peuvent vibrer. Et si les fréquences sont égales ou multiples les unes des autres, et bien par résonance, elles font bouger comme ça. Donc si vous avez un objet qui est périodique, si vous envoyez de la lumière qui est périodique dessus, il va se passer des choses. Alors après, périodique, ça peut se faire dans plusieurs directions de l'espace. Donc on appelle ça, ici c'est unidimensionnel parce que vous avez une période uniquement dans ce sens-là. Là, vous avez une période comme ça, et puis une période comme ça. Puis là, vous avez les trois périodes de l'espace. Alors, nous autres physiciens, on sait faire ça depuis un siècle à peu près. Déposer des couches minces, c'est une technique très bien maîtrisée. Ça, c'est déjà beaucoup plus difficile. Souvent, on y arrive en partant de là, on fabrique ça, puis ensuite, on va tirer des traits dans ce sens-là. C'est pas très simple. Et le Graal, c'est de réussir à faire une structure tridimensionnelle. Mais si vous faites ça, c'est un prix Nobel garanti, parce que c'est la porte ouverte à un ordinateur tout optique, par exemple. Hein. Donc, vous voyez, les ordinateurs actuels, c'est quand même, ça traîne un peu quand même, parce que l'information, elle arrive par onde, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière, mais votre ordinateur, lui, il travaille à la vitesse de l'électron, et ça va pas vite. Hein. Donc ça veut dire qu'à l'entrée, il faut convertir les ondes en électricité, ensuite l'ordinateur, il fait son petit truc, et à la sortie, pareil, on reconvertit en ondes pour que ça reparte, quoi. Donc c'est un verrou, si vous voulez, qui freine énormément les choses. Et le rêve, c'est que ce soit optique du début à la fin. Voilà. Alors, quelques exemples des structures de la nature. Alors, je vais commencer par une structure unidimensionnelle. C'est un papillon historique qui vient de Madagascar. Un Chrysiridium madagascariensis. Si vous le regardez, donc un très beau papillon, si vous le regardez au microscope, voilà ses écailles. Et gardez bien en tête qu'il n'y a pas un seul pigment là-dedans. Hein. Vous les regardez d'un peu plus près, voilà, bon, ça donne ça. On commence à voir que c'est structuré, hein, ces affaires-là, on commence à voir les stries là. Et puis, on prend une écaille, on la coupe, et on regarde dedans, et on voit cet empilement de couches minces ici. Donc en fait, toutes les couleurs que vous avez vues avant sont des couleurs interférentielles. Bon, il y a de la lumière qui arrive, ça se réfléchit sur chacune des couches, et il n'y a que certaines longueurs d'onde qui ressortent, donc certaines couleurs. Voilà une structure unidimensionnelle. Alors après, bon, voilà mon fameux morpho. Lui, il a une structure bidimensionnelle. Alors ça commence à devenir beaucoup plus intéressant.
Donc ça lui sert, alors déjà, ça va pas tout à fait dans le bon ordre, mais déjà à quoi ça lui sert à lui, là, d'avoir des couleurs aussi voyantes que ça? Alors déjà, ce sont les mâles qui sont bleus, les femelles ressemblent à ça. Donc déjà historiquement, ça a été assez difficile de savoir qui était la femelle de qui. Parce que les papillons qui ont un tel dimorphisme sexuel comme ça, c'est pas simple. Donc les femelles sont comme ça, elles sont beaucoup plus grosses. Elles ne vivent pas au même endroit. Les femelles vivent au sommet de la canopée, c'est-à-dire quand même une bonne trentaine de mètres, voire plus. Et les mâles, eux, ils volaient en bas. Les femelles butinent les fleurs, on dirait presque un conte bien machiste. Et les femelles butinent les fleurs et les mâles, eux, vont pomper le sucre et l'alcool des fruits qui sont tombés. Vous voyez, donc en gros, les mâles au bistrot et puis bon. Alors le problème, c'est qu'il faut communiquer, évidemment. Donc en gros, le mâle, il a cette stratégie de s'exhiber au maximum. Le bleu, il faut bien voir que le bleu, il n'y a pas de bleu en Amazonie parce qu'on ne voit pas le ciel. Et donc on vit sous une arche verte, avec des gros troncs qui sont bruns en général, sur une terre qui est plutôt rouge, plutôt de la latérite par terre. Et donc quand il y a un truc bleu, on ne voit que ça, quoi. Alors c'est génial, les femelles ne se trompent pas, ce qui est intéressant parce que je vous disais qu'il y avait 30 morphos, 30 espèces de morphos, il y en a plus de la moitié dont les mâles sont bleus, et à nos yeux d'humains, à nous, bon, bah, c'est bleu, quoi. Les messages ne descendent que sur leur mâle. C'est-à-dire qu'il y a des messages dans le bleu que nous, on ne voit pas. Peut-être la polarisation, peut-être je ne sais pas quoi. Peut-être la façon de la montrer aussi, vous voyez, les mouvements des ailes, des choses comme ça, qui font que c'est leur mâle, donc elles y vont et elles ne se trompent pas en général. Voilà. Et puis, alors, ça a des couleurs, c'est l'apanage des couleurs physiques, si vous voulez, c'est que ça dépend beaucoup de la façon dont vous les éclairez. Donc voilà toutes les couleurs que peut prendre le morpho selon l'angle d'incidence de la lumière qui lui tombe dessus. Donc il faut imaginer que pendant un battement d'aile, la femelle, elle va voir pratiquement se dérouler là. Voilà, alors après, ça vient d'où cette structure? Alors c'est assez joli, voilà les écailles du morpho. Donc chez les papillons, il y a toujours deux couches d'écailles, une couche extérieure, une couche intérieure. Morpho est déjà particulier en soi parce que la couleur vient des écailles qui sont dessous, ce qui n'est pas d'une logique implacable, ce qui oblige celles qui sont au-dessus à être transparentes. Donc celles du dessus sont transparentes, la couleur vient du dessous. Et quand on regarde celles du dessous, eh bien on voit apparaître ces stries-là. Donc ça, c'est la première période. Et puis, on les écarte, on donne un coup de ciseau là-dedans, et on voit la deuxième période. Donc c'est-à-dire que chacune des stries que vous voyez là, en fait, est un empilement de couches minces comme ça. Donc là, ça devient déjà un peu plus compliqué. Lumière arrive là-dessus. Ces couches minces-là ont l'épaisseur qu'il faut pour faire le bleu. Et puis, la période des stries, qui elle est beaucoup plus grande, ça va diffracter la lumière, c'est-à-dire que ça va pas la réfléchir dans l'axe, ça va la réfléchir sur les côtés. Et là, on rejoint la stratégie du mâle. Il s'exhibe, ça veut dire que les femelles le voient, mais tous les prédateurs aussi. Et donc, il faut trouver une solution pour que, bien que très voyant, il ne se fasse pas manger par les oiseaux en particulier. Et le fait de ne pas renvoyer la lumière sur les côtés plus que sur le dessus, ça participe à cette stratégie-là. Bon, il y en a d'autres, on pourra en parler. Et puis voilà, vous faites une coupe, alors c'est très joli, vous regardez par la tranche, et vous voyez ces magnifiques petits sapins de Noël, là, qui sont quasiment une signature des morphos. Il y a très peu de papillons qui ont développé ce type de structure. Voilà. Et puis après, on arrive au 3D. Donc ça, c'est le vrai cristal photonique tridimensionnel. Alors un des magnifiques exemples qu'on peut trouver en Amazonie, c'est lui-là. Il s'appelle Antimus imperialis. Et donc c'est un charançon, ça se reconnaît à peu près. Alors c'est un beau charançon, c'est un charançon qui mesure presque 5 cm, 4 cm à peu près, donc une belle bête. Et quand vous le regardez de très près, ben vous voyez que les élytres sont couvertes de petites touffes, là c'est regroupé en touffes comme ça. Et puis, ce que vous distinguez avec un œil d'artiste, c'est que visiblement, chacune des écailles ne sort qu'une couleur.
et pas deux. Vous voyez, celle-ci, elle est entièrement jaune, celle-là entièrement bleue. Et ça, pour nous, ça veut dire que l'écaille entière est un cristal, est un monocristal, si vous voulez. Ce n'est pas un assemblage, comme je vous ai montré au début. Il y avait plein de couleurs au début dans le premier que je vous ai montré. Là, chaque écaille en donne qu'une. Donc c'est un monocristal photonique. Et le monocristal photonique, il ressemble à ça. Donc vous voyez, une structure qui est parfaitement périodique. Et ça, c'est typiquement ce que l'on est aujourd'hui incapable de faire en laboratoire. Voilà. Il y a plus de 2000 chercheurs de par le monde qui essaient de fabriquer un truc comme ça, et vous avez un malheureux Charançon qui l'a fait bien avant nous, quoi. Alors, une autre source de lumière sur laquelle je travaille beaucoup maintenant, donc les cristaux photoniques, voilà, c'est toujours un travail en cours. Ça avance, on fait des progrès. Mais il y a une autre façon de faire la lumière, c'est de la créer soi-même. Jusqu'à maintenant, j'avais la lumière qui arrivait de l'extérieur et puis j'avais une structure qui la manipulait, mais on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut créer soi-même sa couleur. Et là aussi, donc une des façons de faire s'appelle la fluorescence. Donc on la connaît très bien, la fluorescence. On est du fluor, ça fluoresce. Fluorescer, ça veut dire en gros vous l'éclairez avec, par exemple, de l'ultraviolet, une couleur que nous on ne voit pas, que les insectes voient au demeurant. Et puis, il y a une molécule là-dedans qui va vous transformer ces UV en visibles. Voilà. Alors, c'est un monde qu'on découvre parce que ça devient très facile maintenant d'avoir de l'UV en forêt. Avant, c'était un peu compliqué parce que c'était des lampes spectrales. Maintenant, vous pouvez acheter une torche UV sur Internet, ça coûte 15 €. Et vous vous baladez avec votre torche en forêt et on fait des découvertes magnifiques. Alors, ça ne va pas vous plaire, mais elle est belle quand même, cette petite araignée sauteuse. Alors, c'est tout petit, mais vous voyez, bon, ça fait ressortir les yeux de façon magnifique. Là, vous trouvez toute cette... les araignées ont des yeux tout autour de la tête, comme ça. Et puis, il y a certaines parties du corps qui fluorescent, pas d'autres. Les scorpions, ça, c'est connu depuis très longtemps que les scorpions fluorescent. C'est une des façons que... dans le désert en Algérie, les gens se baladaient avec, comme ça la nuit, et puis on ne voit que ça, quoi, ils brillent comme ça, on peut savoir qu'ils sont là. Les plantes fluorescent. Alors, la chlorophylle fluoresce, mais elle fluoresce rouge en général, et là vous voyez une plante qui, elle, fluoresce bleu-vert, encore une fois, magnifique. Les champignons, là on est la nuit, alors on n'est plus en Amazonie, là on est tout bêtement à Fontainebleau, hein. C'est-à-dire que ici, là, vous baladez avec une torche UV et vous allez être dans un autre monde, hein. Tellement c'est magnifique, les couleurs sont époustouflantes, vous voyez, le lichen fluoresce, les champignons fluorescent pas de la même couleur, etc. Voilà. Et puis, la découverte qui nous a beaucoup intéressés, c'est qu'on est tombé... alors c'est un monde inconnu, donc quand vous faites une découverte, c'est forcément par hasard. Donc on est tombé par hasard sur ce qui s'est avéré être le matériau organique le plus fluorescent connu au monde pour l'instant, qui est très étonnamment un nid de frelon. Donc Polystes brunetus, et vous voyez que donc, le nid est là, le nid est fabriqué par les adultes, et c'est la larve qui, au moment de faire sa métamorphose, va fermer l'alvéole. Et c'est ce petit chapeau qui fluoresce de façon étonnante. Alors là, c'est bourré d'applications, des matériaux fluorescents organiques, il y en a très peu. Hein. Et si on arrive à savoir ce que c'est, alors bon, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir après si on peut le synthétiser, enfin etc. Vous voyez, le travail est long avant que ça puisse nous servir à quelque chose. Mais on a quand même une molécule organique ici, pas toxique, très important. Ça veut dire qu'on pourrait s'en servir dans tous les tests PCR, en imagerie médicale, dans des tonnes de choses. Alors après, il y a le côté aussi beaucoup plus qui me passionne presque plus que les applications, c'est quel est l'intérêt de la chose. Quel peut être l'intérêt pour ces guêpes d'avoir un nid fluorescent. Mais on a des idées, mais avec des rendements pareils, si vous voulez, c'est tellement fort que ça change la couleur du nid. C'est-à-dire que la larve, quand elle fabrique ça, c'est pas du tout cette couleur-là, c'est jaunasse, un peu terne. Et puis dès qu'il y a un peu d'UV,
y compris la nuit. Les UV de la Lune peuvent suffire à changer la couleur du nid. Donc ça peut être une façon de, je sais pas, se repérer, des choses comme ça. Voilà. Et puis alors, pour finir là-dessus, le lien entre les deux, c'est-à-dire que la fluorescence se produit à l'intérieur d'une structure photonique. Ce qui est pas, le nid, c'est un truc parfaitement amorphe, il n'y a pas de structure là-dedans, mais il y a des insectes, et pas les plus moches, hein, celui-ci, là, par exemple. Alors ça, c'est une histoire amusante aussi. Tellement de découvertes à faire là-dedans que c'est souvent le hasard. C'est un insecte que j'ai beaucoup regardé, parce qu'il change de couleur avec l'humidité. Donc les matériaux qu'on appelle hygrochrome, ça peut avoir des applications tout à fait passionnantes. Hein. L'environnement change un peu, il change de couleur, ça peut être des marqueurs, ça peut être des diverses choses comme ça. Donc j'ai toujours regardé cet insecte-là, et puis un jour, presque par hasard, je l'ai retourné, mais j'avais jamais... Oui, on est bête, je ne l'avais pas retourné l'insecte, parce que je m'intéressais aux élytres. Et sur la face ventrale, surprise du siècle, voilà ce qu'on trouve. Alors, des écailles, on se croirait au fond de la mer, là, hein, clairement. On dirait une anémone de mer. Hein. Donc, en fait, ce sont des écailles qui se sont avérées être fluorescentes, hein, mais la fluorescence, la lumière émise, elle sort uniquement par les pointes des écailles. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de l'écaille, il y a quelque chose qui guide la lumière, qui l'empêche de partir sur les côtés et qui la guide vers la sortie, quoi. Voilà. Alors, évidemment, on a coupé, on a regardé ce qu'il y avait dedans, et voilà la structure qu'il y a dedans. Donc, une espèce d'hexagone un peu aplati, et on fait des petits calculs. Donc ça c'est un modèle hein, simplifié, vous voyez, ça reprend un peu ça. Et quand on fait le calcul de la lumière qui peut se balader là-dedans, on s'aperçoit que rien ne sort par les côtés, et que la lumière, elle n'a pas le choix de rester au centre, et elle peut faire que des allers-retours d'avant en arrière. Donc un guidage de la lumière par... Alors après, là aussi, ne me demandez pas à quoi ça peut lui servir, à cette pauvre bête, ça se passe dessous, enfin, etc. Quoi. Mais voilà, il y a des surprises comme ça tout à fait fascinantes. Alors, voilà, on va arriver à des choses un peu moins sexy ici. État des lieux très rapide, ça c'est une vision de l'ONU, qui a été, vous voyez, une vision qui date de 2012, où l'ONU a défini ce qu'on a appelé les limites planétaires, et ces limites sont à prendre au sens, si on les franchit, ça va être difficile de revenir en arrière, voire impossible. Alors ces limites, vous voyez, elles sont là. Appauvrissement en ozone. Donc ça, c'était le fameux, pour les moins jeunes, c'était le fameux trou dans la couche d'ozone, que accessoirement on est en train de boucher, si ce n'est déjà fait. On a supprimé les gaz, les fameux CFC, les gaz là, qui creusaient ce trou, pour les remplacer par des gaz qui sont à effet de serre, avec des pouvoirs d'effet de serre 10 ou 20 fois supérieurs au CO2. Voilà, donc on bouche un trou, mais à quel prix? Enfin bon, donc c'était une limite. Et puis alors après, bon, vous voyez, on va passer très rapidement sur les autres. Pollution aux aérosols, ça n'est pas mesuré, donc je ne sais pas comment ils ont fixé cette limite. L'acidité des océans, très important. L'eau potable, pollution chimique, occupation des terres agricoles, perte de biodiversité, des choses un peu plus subtiles, le flux d'azote, flux de phosphore. Azote et phosphore sont quand même deux éléments qui interviennent dans les engrais. Et puis, changement climatique. Ce que vous avez là, c'est la situation en 1970. Donc, vous voyez qu'il y avait un problème déjà, c'était le flux d'azote. C'est-à-dire qu'on balance de l'azote dans le cycle de l'azote, c'est un cycle semi-ouvert, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne se referme pas tout seul, il faut une intervention extérieure pour que ça revienne. En gros, tout l'azote que vous utilisez part dans la mer. Il est récupéré par les produits de la pêche. Et le retour se fait via les poissons, pêchés par nous ou par les oiseaux, dans le guano, enfin vous voyez toutes ces choses-là. Voilà. Et bon, bah, ce cycle-là est coupé. Mais vous voyez que bon, finalement, en 70, c'était encore pas mal. Et situation en 2020, c'est-à-dire il y a 2 ans,
Flux d'azote, ça a explosé. Perte de biodiversité, ça a explosé. Changement climatique, ça a explosé. Acidité des océans, c'est limite. L'appauvrissement en ozone, visiblement, ça repart un peu. Occupation des terres agricoles, on sent bien qu'il y a un moment, quand on les aura toutes exploitées, il va bien falloir faire autrement. Hein, voilà. Quoi. Alors, c'est pas très réjouissant. Hein, on a déjà 4 limites qui sont passées. Donc ça veut dire la biodiversité, on ne reviendra pas dessus avant. Si on fait quelque chose, ça se verra dans 5 siècles, si vous voulez. Hein, donc, voilà. Alors maintenant, je fais le bilan. Comment est-ce que la nature se structure, hein? Donc on a parlé de structure photonique, là. On fait un petit bilan. Quels sont les matériaux avec lesquels la nature se structure et quels sont les éléments chimiques qu'elle utilise? Alors, il y en a un qui nous concerne directement, puisque nous-mêmes on est fait comme ça, c'est le carbonate de calcium. Carbonate de calcium, vous voyez, donc un carbonate ici, et puis du calcium, pardon, et puis voilà, un carbone, 3 oxygènes. Voilà, et avec ça, c'est évidemment le monde de tous les vertébrés, mais c'est aussi tous les coquillages, ça c'est un radiolaire, donc un plancton marin, donc voilà, tout ça c'est du carbonate de calcium. Ensuite, vous avez de la silice, alors ça c'est étonnant. La silice est un matériau, je crois que c'est le 2e élément chimique le plus courant sur Terre, juste après l'oxygène. Et finalement, relativement peu utilisé. Alors il peut y avoir des raisons à ça. Les grandes utilisatrices, on va dire, de silice, c'est les diatomées. Alors, là, il y a de la bioinspiration, parce que les chimistes ont pris beaucoup d'avance sur les physiciens dans ce domaine-là. Donc c'est une algue. Cette petite algue, elle est capable de fabriquer du verre à carreaux dans l'eau, c'est-à-dire à température ambiante, pression ambiante, pH ambiant. Nous, pour fabriquer du verre à carreaux, c'est 1500 degrés minimum. Voilà. Et bon, les chimistes ont retrouvé, un grand chimiste s'appelle Jacques Livage, a retrouvé la façon dont les diatomées font du verre à carreaux à température ambiante. Et ça se fait. Alors il y a les diatomées, il y a cette magnifique éponge ici, là, qu'on appelle une éponge à crevettes, un aspergium. Et puis les plantes aussi. Il y a quelques plantes, vous voyez, qui se font des aiguilles en silice. Accessoirement, cette éponge-là, elle a aussi inventé la fibre optique. Ça, c'est un grandissement des petites structures que vous voyez là, et donc c'est des fibres de verre absolument parfaites, mais avec une structure de fibre optique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une gaine, un cœur avec un indice plus élevé que la gaine. Quand la lumière rentre là-dedans, elle ne peut plus sortir, enfin voilà, quoi. Et ça, c'est presque 1 milliard d'années, les éponges. Voilà. Et ensuite, vous avez la chitine. Alors la chitine, c'est un matériau quasi universel, c'est les insectes, c'est tous les arthropodes en fait, donc les insectes, les araignées, les scorpions, les crevettes, etc. quoi. Voilà. Et les arthropodes, c'est pratiquement 80% des espèces vivantes sur Terre. Quand vous trouvez une espèce, il y a 8 chances sur 10 pour que ce soit un arthropode quand même. Beaucoup plus que les bactéries. Alors je parle en nombre d'espèces, bien sûr, pas en nombre d'individus. Hein. Mais en nombre d'espèces, c'est les arthropodes qui dominent le monde. Quoi. Donc la chitine, et puis, ce qui nous concerne, nous, la kératine. Donc la kératine, hein, il y en a 2, mais on s'en fout. La alpha, la bêta. La alpha, c'est nos cheveux, c'est plutôt les mammifères, et puis la bêta, c'est les oiseaux, les reptiles. Voilà. Et c'est tout. C'est-à-dire que toute la nature est structurée avec ces 5 éléments-là. Hein. Alors on fait un petit... pardon, c'est tout. J'oubliais quand même les plantes vertes. La cellulose. Hein. Voilà. Et la cellulose, c'est intéressant la cellulose parce qu'on voit là apparaître une des caractéristiques de la vie sur Terre. Vous voyez qu'il y a déjà du multi-échelle dans ces choses-là. C'est-à-dire que vous avez une fibre de cellulose, vous avez des microfibres, vous avez des nanofibres, et puis vous avez les molécules au bout. Et ça, c'est une des caractéristiques du vivant, c'est le multi-échelle. On pourra en discuter, le multi-échelle permet la multifonctionnalité. Et la nature, toujours très économe, fait toujours multifonctionnelle. C'est-à-dire qu'une aile de papillon, ça sert accessoirement à voler.
mais ça sert à plein d'autres choses aussi. Ça sert à se chauffer, ça sert à communiquer, c'est antibactérien, c'est super hydrophobe, c'est auto-nettoyant, etc. Mais pour faire toutes ces choses-là, ça ne peut se faire que parce que c'est multi-échelle, multifonctionnel, multi-échelle. Une action, ça a une taille, si vous voulez. Donc si vous voulez avoir une action, il faut avoir un objet qui a la bonne taille pour que ça marche, quoi. Voilà, donc ça c'est les éléments structurants de la nature. Et alors je fais le petit bilan. On pourrait regarder là tous les éléments chimiques qui interviennent dans ces constructions. Ben, ils sont là. Voilà. Hydrogène, carbone, azote, oxygène, calcium, silice. J'ai fait le même avec un téléphone portable. Téléphone portable, 70 éléments chimiques différents pour faire un téléphone portable. Alors vous allez dire, bon, pourquoi pas, puisqu'on les a, les éléments. Mais si, il y a un vrai problème. Abondant, limité, menace émergente, menace sérieuse. Vous voyez, tout ce qui est au milieu ici, c'est-à-dire accessoirement les métaux rares, les terres rares et les semi-conducteurs, c'est-à-dire en gros tout ce qu'on utilise en ce moment pour faire notre transition écologique, elle se passe avec des matériaux qui vont disparaître à plus ou moins long terme. Court terme même, pardon, pour certains. Hein, il y a des choses comme ça. Germanium, fini. Plus de germanium, quoi. Alors que c'est un des 2 semi-conducteurs qu'on a utilisé le plus depuis qu'on sait faire des semi-conducteurs, si vous voulez. Voilà. Et vous voyez la nature. Donc à part le phosphore, mais ça c'est notre faute, tous les autres sont des éléments abondants qui se recyclent immédiatement. Quand un morpho meurt en Amazonie, en gros, dès le lendemain, il n'est plus là et toutes ces molécules sont déjà recyclées, sont passées chez d'autres organismes ou retournées en terre et réutilisées immédiatement, soit par une plante, soit par un autre organisme. Donc vous voyez, circuit court, à la fois en temps et puis en distance. Voilà. Alors que nous, tous ces trucs-là, on sait à peine les recycler, on en recycle, on essaie de recycler de plus en plus, mais enfin, dans un téléphone, on ne recycle pas grand-chose. Hein. Et en particulier, les métaux rares là, qui servent à faire nos batteries de voitures et les aimants des éoliennes, quoi. Voilà. Alors, voilà les 5 briques élémentaires de la nature. Hein. Carbonate de calcium, silice, ça je ne sais plus ce que c'est. Ça c'est la chitine, la kératine. La kératine, ça probablement, et la cellulose, quoi. Voilà. Et c'est avec tout ça que vous faites tout. Les plantes, les animaux, tout ça. Alors, comme toujours, quand on veut faire beaucoup avec peu, eh ben c'est là que ça se complique. Hein. C'est que on sent que ça ne va pas être simple. Et donc, il va falloir ces briques-là, si vous voulez, il va falloir les structurer, les arranger les unes par rapport aux autres pour arriver à faire tout ce qu'on fait. Donc, c'est en structurant ces briques élémentaires qu'on fait apparaître toutes les fonctions du vivant. Ce qui me ramène, en résumé, à ceci. Quand est-ce que s'est passé le changement ? Alors, le changement, en gros, on peut le dater à la maîtrise du feu. Donc, maîtrise du feu, ça veut dire je suis capable de le faire, de l'éteindre, d'en faire des très chauds, des moins chauds, enfin voilà, vraiment maîtriser la chose. Et en gros, voilà, vous avez ici la biosphère, hein. C'est en proportion des espèces. Je suis en espèces, vous voyez, déjà les insectes, c'est tout ça. Et parmi les autres animaux, les arthropodes, c'est plus de la moitié ici. Donc ça veut dire que les arthropodes, c'est vraiment les organismes vivants qui dominent le monde. Vous voyez que les plantes, c'est pas énorme. Bon, nous, j'ai mis un trait qui est 100 fois trop gros. On est rien ici, quoi. Mais voilà. Et donc finalement, depuis que Homo est apparu sur Terre, eh ben, au début, on faisait comme les autres. C'est-à-dire qu'on utilisait ce qu'on trouvait. Hein. Alors on fabriquait des outils, certes, mais avec un bout de bois, avec une pierre, avec de la corne. Vous voyez, toutes ces choses-là. Alors après, nous, on savait les façonner mieux que les autres, hein, mais on faisait avec ce qu'on trouvait. Et le feu a tout changé, parce qu'à partir de là, on transforme. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de transformation chimique de ce côté-là. Et à partir du moment où on maîtrisait le feu, on commence à transformer les éléments chimiques.
on n'a jamais trouvé moi, j'ai jamais trouvé un morceau de fer. Pareil, quand je trouve du fer, c'est que je l'ai fabriqué, si vous voulez. Donc il faut quand même réfléchir, ceci dit, à ces gars-là qui trouvaient une roche un peu bizarre et ils savaient qu'il y avait du fer dedans et qu'à partir de là, ils ont réussi à faire des outils en fer. Moi, je ne saurais pas, même aujourd'hui, faire un outil en fer à partir du minerai. Donc j'imagine pas comment ils ont fait à l'époque. Bon, ça a pris du temps, mais ils l'ont fait. Et donc à partir de là, on a transformé les éléments. Comment dire, on a fait de la chimie. Les chimistes adorent quand ça chauffe, parce que ça marche toujours mieux. Donc on chauffe. Et on est les seuls à avoir fait ça. C'est-à-dire que tous les autres organismes continuent leur vie en utilisant ce qu'ils trouvent, et puis nous, ça y est, on a puisé dans les éléments naturels de notre planète, et ça a été génial. Voilà. Bon, c'est génial, moi je suis vachement content d'être là, d'avoir un truc fabuleux pour vous parler de loin comme ça. Et oui, c'est bien, et puis on a une bonne médecine, on se soigne bien, globalement on vit plutôt pas mal. Par rapport, je veux dire, par rapport à cela, il y a des gens qui vivent mieux que d'autres, mais enfin voilà. Donc c'est plutôt pas mal, mais en même temps, on sent bien que ça ne peut pas durer, puisque on utilise des éléments naturels qui sont en nombre fini. Donc il y a un moment où ça va s'arrêter. Donc ici, on est là. Et puis, on sait qu'à court terme, alors l'ordre n'est pas forcément le bon ici, un jour, il n'y aura plus de pétrole. Il n'y aura plus d'uranium, il n'y aura plus de cuivre. Le cuivre, il fait partie déjà des éléments qui posent problème. L'utilisation du cuivre est réglementée. Vous n'avez plus le droit, que vous avez un quota pour faire des casseroles. Le cuivre, on le réserve à la conductivité électrique, parce qu'il n'y en a plus assez. Il y a des choses comme ça. Plus de fer, etc. Donc on sent bien que je plaffe. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Et l'idée, si vous voulez, c'est évidemment de regarder comment font les autres, puisqu'ils font les choses tellement bien, si vous voulez. Il faut comprendre comment eux font. Comment un papillon se lave. Un papillon est toujours propre. Moi, j'aimerais bien savoir, quand vous êtes en Amazonie, j'attrape un morpho, moi je suis dégueulasse des pieds à la tête, couvert de bactéries, il fait chaud, ça dégouline, etc. J'attrape un morpho, il est sec, propre, il n'y a pas de bactéries. Bon. Voilà, une des questions, par exemple. Alors, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il faut régresser, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir ici, ça veut dire que tout ce qu'on fait ici, il faut apprendre à le faire avec les 5-6 éléments que je vous ai indiqués, le carbone, l'oxygène, etc. Ça vient, on fait des semi-conducteurs organiques maintenant, vous avez vu les écrans de télé, on fait des LED organiques, donc ça vient doucement, si vous voulez. Alors c'est très dur, mais c'est fascinant, parce que c'est une superbe physique, c'est surtout pas une régression, si vous voulez. Macron, quand il dit qu'il ne veut pas revenir aux bougies, et que le modèle Amish ne lui plaît pas, il a une vision qui est un peu bizarre. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire tout ce qu'on fait d'une autre façon, puisque globalement, on n'aura pas le choix, si vous voulez. Alors, j'imagine qu'on ne va pas envoyer tout de suite des fusées avec des matériaux organiques, mais des satellites, pourquoi pas. Vous voyez, on peut garder certains éléments, s'ils sont rares, on les recycle, etc. Mais il va falloir faire autrement. Voilà. Écoutez, j'ai encore un peu de temps. Oui. Petite déambulation bio-inspirée en Amazonie. Alors, vous avez ici les morphos là, qui commencent à se chauffer. Et puis, alors, vous avez des grenouilles absolument magnifiques qui arrivent à voler un petit peu, d'ailleurs. Elles ont des petites membranes là entre les doigts. Et alors, ces grenouilles-là, certaines sont parfaitement comestibles, elles vivent dans la canopée, et quand il y a un prédateur qui arrive, c'est-à-dire à cet étage-là, c'est des oiseaux, alors elles ont une stratégie qui est tout à fait intéressante, elles se jettent dans le vide, tout bêtement. Alors elles se jettent dans le vide de 30 mètres de haut, et avant de s'écraser au sol, elles lancent une patte et elles restent collées sur la première feuille venue. Alors, du coup, voilà une de ces petites grenouilles arboricoles, là, magnifiques. Du coup, on est allé regarder ce qu'elles avaient au bout des pattes, forcément. Donc voilà, ça c'est une patte de grenouille typique.
Et vous voyez qu'au bout des pattes ici, vous avez des espèces de petits coussinets, et puis on voit qu'ils ne sont pas très lisses. Hein. On commence à voir des petites choses qui apparaissent là-dessus. On regarde de plus près, voilà le bout d'un doigt. Et puis on regarde encore de plus près, voilà les petits pavés qui sont là, vous les revoyez ici. Accessoirement, on voit un petit trou ici. C'est une adhésion qui n'est pas complètement sèche, c'est-à-dire qu'elle balance un petit peu de fluide ici pour jouer sur la capillarité. Et puis au bout de ces petits coussinets, vous avez encore des nano-coussinets. Donc vous voyez qu'ici on est à 500 nanomètres. Ça veut dire que ce que vous voyez là, les petites pointes que vous voyez là, elles font une dizaine de nanomètres, quoi. Voilà. Donc vous voyez une structure multi-échelle qui va permettre finalement à la grenouille d'avoir une surface de contact absolument énorme, parce que le doigt, lui, il fait 5 mm, c'est macroscopique si vous voulez, mais sur la feuille, il y a des petites rugosités. Au bout du doigt, il a des petites rugosités qui peuvent rentrer dans les petites rugosités de la feuille, et comme ça sur 3 étages, finalement. Voilà. Une des façons de coller, alors ça aussi, les industriels adorent ça. Vous savez, vous achetez de la colle, il y a toujours marqué les surfaces doivent être propres et sèches. Bon, là, les surfaces sont sales et mouillées, et ça colle. Hein, voilà. Un autre truc lui très connu, c'est évidemment le gecko. Voilà, donc ça c'est une patte de gecko. Alors le gecko, lui, c'est une adhésion complètement sèche. Donc là encore, on va retrouver une succession de structures qui vont finir avec des structures nanoscopiques. Donc ici, vous avez les doigts. Intéressant, il y a des anneaux, comme ça. On va comprendre pourquoi. Vous regardez ces anneaux d'un peu plus près, donc on voit que ces anneaux, en fait, c'est des balais, quoi. Il y a des poils partout, et puis vous regardez au bout des poils, il y a encore des poils, et vous regardez au bout des poils, et il y a encore des poils, et il y a encore des poils. Il y a 7 niveaux de poils sur une patte de gecko, quoi. Alors, et ici c'est parfaitement sec, hein, la grenouille elle mettait un peu d'humidité, là c'est complètement sèche, c'est complètement sec, et ça utilise des forces qu'on appelle les forces de Van der Waals, qui sont des forces très puissantes, mais à extrêmement courte portée. D'où l'intérêt d'avoir des structures surdivisées comme ça, c'est-à-dire que la portée est tellement courte que si c'est pas vraiment au contact, mais le contact c'est quelques épaisseurs atomiques, hein, pour que ça marche fort comme ça, donc il faut vraiment pouvoir aller jusqu'à l'atome pratiquement, quoi. Voilà. D'où cette subdivision. Alors, évidemment, ça a donné des idées, je ne sais plus, donc, je ne vais pas montrer ici, mais il y a des entreprises, ça existe déjà, qui font des scotch qui marchent avec des forces de Van der Waals, c'est-à-dire que c'est un scotch sans colle. Et la colle doit être un des deuxièmes produits les plus polluants sur Terre. Il y en a partout, dans les sièges, dans les moquettes, dans les bagnoles, partout. Et c'est des produits plus ou moins toxiques. Là, ça colle sans colle. Le problème, alors le scotch, ça marche très bien, vous le mettez, vous l'enlevez, il peut servir plusieurs fois. Il y a évidemment les militaires qui ont équipé leurs commandos avec des surfaces faites comme ça. Alors ça permet effectivement de grimper sur des vitres, par exemple. Le problème, c'est que les forces sont tellement fortes qu'au début, le gars, il restait collé sur la vitre comme une mouche, quoi. Comme ça, il ne pouvait pas se décoller, quoi. Et donc je reviens aux petits anneaux ici, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous décoller en tirant, quoi. Donc en fait, il faut dérouler comme ça pour faire sauter les petits poils les uns après les autres, quoi. Voilà. Donc les commandos, ils apprennent à marcher comme ça maintenant sur des objets un peu roulants comme ça. Voilà. Où on va après? Ah oui, les termites. Donc je ne vais pas montrer mes collègues, mais dans l'expédition, il y avait un spécialiste des termites. Et les termites aussi, alors bon là c'est des choses peut-être un peu plus connues. Voilà une termitière. Alors c'est des objets, celle-ci elle est australienne je crois, c'est des objets qui peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de haut, hein, ces trucs-là. C'est une véritable cathédrale. C'est pas un iceberg, il n'y a pratiquement rien en dessous, hein, contrairement à ce qu'on dit des fois. Et alors ce qui est sidérant là-dedans, c'est que voilà, ici il fait une chaleur à crever. À l'intérieur, il fait 24 degrés.
parce que c'est la bonne température, elles élèvent des champignons, il y a une champignonnière, et si c'est trop chaud, les champignons meurent. Donc en fait, vous pouvez avoir des parois qui sont à 70, 80 degrés, et à l'intérieur 24 degrés. Donc évidemment, le principe, alors c'est des principes de circulation d'air, il y a de l'air frais qui arrive en bas, qui se réchauffe, qui monte, et puis ça fait des circulations comme ça. Et c'est des principes qui ont été utilisés sur plusieurs immeubles, mais en particulier celui-ci, qui est en Afrique, je ne sais plus très bien où, qui marche à peu près de la même façon. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de clim là-dedans, et ils arrivent à avoir des températures tout à fait raisonnables, 24-25 degrés, sous les tropiques, c'est génial, quoi. Alors, il y a un autre principe chez les termites, mais qui est difficilement transposable à l'homme, c'est que dans les termitières que je vous ai montré, il y a plusieurs millions de termites là-dedans, qui vivent partout. Il y en a qui sont en bas, aux entrées d'air frais, il y en a qui sont en haut, il y en a qui nourrissent, qui s'occupent de la reine, il y en a qui s'occupent des œufs, etc. Donc c'est un monde là-dedans. Et tout ce petit monde-là gère sans communication la température à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y en a une à un endroit, elle a trop chaud, alors elle va ouvrir une fenêtre, et puis il y en a une qui a froid, elle va boucher l'entrée d'air, quoi. Et fait ça multiplié par 1 million de fourmis, de termites qui ont l'air de faire n'importe quoi, ça arrive à la bonne température, ce qu'on appelle une heuristique, c'est-à-dire une situation, bonne situation, sans être forcément la situation optimale. C'est-à-dire que si nous on intervenait, on pourrait peut-être dire fignoler, faire un petit peu mieux, un petit peu moins bien, mais il faudrait qu'on se parle entre celui qui ouvre les fenêtres, celui qui les ferme. Là, chacun fait son truc de son côté. Et puis, ça arrive à cet équilibre-là. Alors, évidemment, ça, c'est pas transposable sur un immeuble, parce que ça marcherait probablement, si vous voulez, mais ça veut dire que tout le monde vit en même temps, on laisse toutes nos portes et fenêtres ouvertes, et puis selon qu'on a trop chaud, trop froid, on ouvre, on ferme, et on arriverait à un équilibre, si vous voulez, mais on ne vit pas comme ça, non, hein, j'espère. Voilà, alors ça, c'est les bêtes qu'on aime moins. Problème passionnant, ça. Cette petite guêpe-là qui doit peser, je ne sais pas combien ça peut peser, ça, quelques milligrammes sans doute. Hein. Elle vous fait des trous, elle pond dans les larves qui sont sous les écorces là. Donc ça veut dire qu'elles arrivent à percer. Alors il y a quand même une loi en physique qui vous dit que on ne peut pas appliquer une force supérieure à son poids, juste en appuyant. C'est-à-dire que si moi j'appuie sur le bout de mon doigt, le mieux que je pourrais faire, ce sera 65 kilos. Je crois, pas plus. Ce petit bestiau-là, il vous fait un trou dans le chêne. Donc là, c'est tout à fait intéressant. Et lui, d'ailleurs, il procède différemment, mais c'est exactement le même problème. Si vous voulez, les moustiques, ça va piquer les éléphants, quoi. Bon. Alors, l'idée ici, c'est la suivante, hein, c'est-à-dire que si j'appuie, j'ai une force de réaction qui va me repousser. Et puis quand cette force sera égale à mon poids, et ben voilà, je ne pourrai pas appuyer plus, quoi. Ça s'arrête comme ça. Donc l'idée, c'est de lutter contre la réaction. Et en fait, elles appuient avec 2 pics séparés et qui marchent en alternance. C'est-à-dire qu'il y en a un qui pousse pendant que l'autre, avec ses petits crochets, est incrusté dans le bois et donc ne peut pas être repoussé. Et puis ensuite, c'est l'autre qui pousse et un qui s'accroche et ça marche comme ça. Alors ça, c'est intéressant parce que on n'y pense pas trop, mais quand on envoie un robot sur Mars ou sur la Lune, votre robot qui pèse 200 kg sur Terre, arrivé sur la Lune, je ne sais plus combien il pèse, ou sur Mars, il pèse 50 kg, si vous voulez. Alors on va dire, oui, bon, et alors ça veut dire qu'il ne peut pas appuyer plus fort que 50 kg, quand même. Et donc, les sondes sont équipées de systèmes comme ça qui empêchent la réaction de repousser le robot. Alors le moustique, lui, il a une application. L'intérêt du moustique, le moustique, quand il vous pique, il ne faut pas que ça fasse mal. Parce que si ça fait mal, il reçoit une baffe et ça ne marche plus. Donc en gros, la piqûre doit être indolore et la douleur vient après, une fois que c'est fini. Alors lui, c'est pareil, hein, il a une double seringue comme ça. Et il procède comme ça. Alors c'est compliqué le moustique, ils ont des écarteurs d'abord.
enfin bon, très compliqué. Mais dans les deux cas, si vous voulez, ça donne lieu à des applications, donc des outils sans effort, et puis des seringues sans douleur, qui est donc développées par des Japonais. Voilà. La transparence. Domaine très intéressant en optique. Hein. On aimerait bien faire des surfaces très transparentes. Vous avez un beau papillon ici. Vous allez trouver beaucoup de surfaces anti-reflets sur tous les insectes qui ont des grandes ailes transparentes. Alors, l'idée des grandes ailes transparentes, ben, c'est que comme c'est transparent, c'est un bon camouflage. Alors, le problème de ces choses-là, c'est les reflets. C'est-à-dire que si vous avez une surface lisse, ça va faire des reflets, et un reflet, on ne voit que ça. Hein. Donc on peut être transparent et faire des reflets, et donc il faut être transparent sans faire de reflets. Et donc vous allez trouver ça chez les cigales, vous allez trouver ça chez les libellules par exemple, et donc en surface, ils ont développé, vous voyez, des petits picots comme ça, qui s'avèrent être des surfaces anti-reflets, qu'on utilise chez nous d'ailleurs, alors pas forcément sur nos lunettes ou sur nos optiques, parce que bah, ça pourrait s'encrasser si vous voulez, et puis toutes ces nanostructures, vous ne pouvez pas passer un coup de chiffon dessus, quoi. Mais si vous avez toutes les optiques des satellites sont faites comme ça, hein, avec des anti-reflets. Sur nos lunettes, des optiques, on met des couches successives. L'idée, c'est d'adapter l'indice entre l'air et le verre, si vous voulez, pour qu'il n'y ait pas un choc quand la lumière arrive. Elle veut passer progressivement, elle ne veut pas se buter sur une surface. Hein. Donc nous, on met des couches. Alors c'est très bien les couches, mais toutes ces couches doivent avoir un indice différent. Bon, l'indice, je ne rentre pas dans les détails, mais ça veut dire que ce sont des matériaux différents. Et s'ils sont des matériaux différents, ça veut dire que quand ça chauffe ou que ça refroidit, ils ne vont pas se dilater de la même façon. Autrement dit, les couches vont se décoller. Et ça fait les optiques qui s'écaillent au bout d'un temps, parce que les couches elles dilatent comme ça, et puis voilà. Alors qu'ici, c'est le même matériau qui fait les pointes et qui fait la matière. Donc vous pouvez chauffer, refroidir. Voilà. Et nos satellites, ils ont évidemment ce problème-là. Hein. Le côté qui est face au soleil, ben, il peut être chaud, et puis celui qui est à l'ombre, ben, il est à la température de l'espace, c'est-à-dire je ne sais plus combien. On a un astrophysicien ici. Froid, quoi. Voilà. Et donc, ouais, vous imaginez, il tourne le satellite. Le truc, il passe du chaud au froid, comme ça. Bon, il est mort en quelques jours. Hein. Voilà les anti-reflets. Alors ça, on sait faire pas mal de choses. Vous voyez, celui-là, c'est un anti-reflet industriel. Et alors l'immense, je parlais de multifonctionnalité, l'immense intérêt de ces structures-là, c'est qu'elles sont aussi antibactériennes. C'est-à-dire que... 3 minutes ? Ouais. C'est-à-dire qu'une bactérie ne peut pas se développer sur un truc comme ça, elle s'empale. Et donc on met des structures comme ça sur les manches des outils chirurgicaux, sur les poignées des portes dans les hôpitaux et des choses comme ça. Donc je passe sur l'hydrophobie, surface sèche, je laisse tomber. Ça, c'est une belle réalisation qu'on a fait nous-mêmes avec Saint-Gobain. Vous voyez, on a imprimé des écailles de papillons sur du verre à carreaux pour le rendre super hydrophobe. Ce petit coléoptère qui vous trouve de l'eau dans le désert, même façon. Les petites bosses sont hydrophiles et les creux sont hydrophobes. Donc la vapeur se condense sur les bosses, et dès que la goutte est trop grosse, elle roule, elle tombe sur une surface hydrophobe. Et elle roule, et le vent, il prend cette position-là parce que le vent vient comme ça. Donc ça pousse la goutte vers la bouche et il boit comme ça. Donc on a fait des filets qui récupèrent l'eau dans le désert pour des choses comme ça. Voilà, donc j'en termine là. Le bon et le mauvais biomimétisme. Donc c'est une chronique qu'on avait publiée dans Le Monde sur le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est forcément une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire que moi, je suis physicien et ça m'oblige, mais c'est un plaisir, mais ça m'oblige à travailler avec des biologistes, par exemple. Et on n'est pas du même monde. On ne parle pas la même langue, donc il faut se comprendre, ça prend du temps, c'est compliqué. Ils ont des façons de faire des mesures qui ne sont pas les mêmes que nous. Moi, j'ai passé ma vie à faire des mesures sur des morphos. Mais moi, je prends un morpho, je fais une mesure, et je suis content. J'ai ma mesure sur mon morpho. Je donne ça à un biologiste, et il me dit, mais ta mesure, elle ne vaut rien. J'en ai rien à faire. Parce que ma mesure n'est pas représentative de l'espèce morpho. Il faut faire 100 mesures, et faire la moyenne de tout ça. Et ça me donne... Eux, c'est ça qui les intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas d'en faire 100.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la propriété optique de la structure que je vois là. Vous voyez, enfin bon, ça, on a des problèmes comme ça. Il faut évidemment que les réalisations soient acceptables par nos sociétés. Il doit être contributif, etc. Autrement dit, si vous voulez, le biomimétisme doit être au service de la vie. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup le TGV japonais qui est inspiré du bec du Martin Pêcheur ici, parce qu'il est génial, mais c'est un TGV, ça veut dire que le pays est coupé en deux par des clôtures qu'il y a de chaque côté de la voie. Ça veut dire que vous empêchez la circulation des animaux. Alors on peut faire des tunnels, etc. Vous voyez, mais enfin, voilà, on fracture le paysage. Et puis, je ne vous l'ai pas montré là, mais le plus gros laboratoire de biomimétisme au monde, c'est la Navy américaine. 2000 chercheurs qui s'inspirent de la nature pour vous faire des torpilles furtives, indiscernables, etc., etc. Donc le biomimétisme, ça peut aussi servir à s'exploser, quoi. Bon, voilà. Et pour finir, un petit cadeau, alors c'est tout neuf. J'ai fait ça juste avant de partir. C'est que je vous ai trouvé un petit puits de dôme sur les élites de ce coléoptère là. Vous voyez, donc vous avez exactement la forme, vous avez même la route qui est là. Et voilà, quoi. Bon, la différence, c'est que, vous voyez, ça fait 400 microns de haut, quoi, contre donc 1465 pour celui-là. Voilà, merci beaucoup. Merci Serge pour cette belle conférence. On va passer maintenant aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai posé la première question. Est-ce qu'il y a dans le spatial des gens qui commencent à réfléchir à l'envoi de satellites qui seraient inspirés par tout ce qu'on vient d'écouter? Objectivement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Par contre, ce qui est possiblement utilisé, ça va me permettre de reparler du morpho. C'est des matériaux qui s'auto-stabilisent en température. Alors, ça, c'est une de mes premières découvertes bio-inspirées. Les papillons, comme tous les insectes, quand on était petit, on appelait ça des organismes à sang froid. Alors on ne le dit plus parce qu'en fait, quand il bouge, son sang est à la même température que le nôtre, donc il n'est pas froid. Mais ça voulait dire qu'en gros, eux, ils n'ont pas de régulateur interne de température. Nous, on est dispensé de ça, qu'il fasse 0 degré ou 50 degrés dehors. Si je ne suis pas malade, ma température, c'est 137,7 et c'est parfait, quoi. Voilà. Eux, pas. Eux, ils sont tributaires des températures extérieures. Alors c'est pour ça qu'un papillon, mais ça ne les empêche pas que pour avoir une activité normale, il doit être à la même température que nous. C'est la température pour que les cellules fonctionnent bien. Voilà. Donc comment fait-il? Il n'a pas le choix, il fait rarement 37 degrés. Bon, si en Amazonie, des fois, si vous voulez, mais voilà. Ici à Clermont, je pense qu'il n'a jamais fait 37 degrés, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il se chauffe autrement. Alors, il y a toujours deux façons de faire, heureusement, mais la façon universelle, c'est l'énergie solaire. Donc, il capte. Alors, si c'est des papillons noirs, eh bien, il capte directement. Les ailes absorbent la lumière. Si c'est des papillons blancs, les pyrites du chou classiques, ils se servent des ailes comme réflecteurs et ils concentrent la lumière sur le thorax qui, lui, est noir. Donc, il va absorber comme ça, ouais. Alors, donc ça marche très bien. S'il n'y a pas de soleil, ils peuvent trembler, comme nous. Nos tremblements, c'est une lutte contre le refroidissement. On dégage de l'énergie comme ça. Donc les papillons font ça quand il n'y a pas de soleil. Vous pouvez avoir des ailes qui vibrent sur place comme ça. En fait, ils contractent les muscles antagonistes en face. Donc il y en a un qui tire, l'autre qui pousse. L'aile ne bouge pas, mais par contre, les muscles dégagent de la chaleur. Voilà. Donc ils font comme ça. Et le problème de l'énergie solaire, et c'est le problème de nos capteurs à nous, c'est la surchauffe. C'est-à-dire que quand vous chauffez au soleil, bon voilà, la température va monter, et puis votre papillon, il arrive à 37 degrés, il est content, mais il y a toujours du soleil. Alors, il peut essayer d'aller se mettre à l'ombre, c'est ce qu'ils font en général, mais s'ils atteignent 45 degrés, ils meurent. Et donc, en fait, on a regardé ça, alors c'est une physique, c'est pas si simple que ça à expliquer, mais
ça vient du matériau lui-même, de la chitine et puis de la façon dont ils l'ont structurée. Dès qu'elle est trop chaude, elle se met à rayonner plus qu'elle ne devrait, donc elle rayonne de l'énergie, donc elle refroidit. Et si elle refroidit, elle redevient absorbeur, donc elle réchauffe. Et tout ça se stabilise, devinez, à 40 degrés. Voilà, donc c'est exactement le problème de nos capteurs photovoltaïques, par exemple, hein, ceux qui font de l'électricité. C'est des semi-conducteurs, ils n'aiment pas la chaleur. Donc plus votre capteur est chaud, et plus le rendement est faible. Et ça, c'est très embêtant, parce que d'abord, le rendement est faible, mais plus le rendement est faible, ça veut dire que moins il convertit la lumière en électricité. Et donc plus il la convertit en chaleur. Hein, vous avez vu, ces panneaux sont très sombres, parce qu'il faut qu'ils absorbent, c'est bien. Mais du coup, ils chauffent. Et moins ils font d'électricité, plus ils chauffent, donc moins ils font d'électricité. Voilà. Donc il faut stabiliser les capteurs photovoltaïques. Idéalement à 20 degrés. Bon, 30 ça va très bien si vous voulez. Alors il y a plein de façons de faire. Hein. Il y a des grandes centrales maintenant qu'on construit sur l'eau pour ça. Donc on peut les refroidir par-dessous, on peut faire circuler de l'eau, on peut les coupler avec des capteurs photothermiques par exemple, c'est-à-dire réutiliser cette chaleur, tout de suite la faire partir pour avoir de l'eau chaude, vous voyez des choses comme ça, quoi. Bon, eh ben, les papillons, ils n'ont pas besoin de tout ça. Quand ils sont trop chauds, ils refroidissent, et quand ils sont trop froids, ils chauffent, quoi. Voilà. Donc, on va pas, ils se stabilisent à 40, que pas forcément pour nos capteurs, c'est pas une température idéale, mais c'est le principe là qui est intéressant. On peut reprendre ce principe-là et l'adapter à la température qu'on veut. Et donc, je pense que dans le spatial, il y a aussi beaucoup de travaux sur des matériaux émissifs comme ça, qui se mettent à rayonner plus qu'ils ne devraient dès qu'ils sont un peu chauds. Et puis qui arrêtent de rayonner quand ils redeviennent froids, quoi. Donc voilà, ça amortit le choc du chaud-froid côté soleil et côté ombre là, qui est mortel, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a une. Vous avez choisi le morpho. Est-ce que c'est le premier papillon que vous avez étudié et pourquoi celui-là? Alors, c'est pas le premier. Nicolas, vous avez dit que j'avais attrapé un papillon ici à Roya. Bon, ceci dit, je m'en souviens très bien. C'était un vulcain. Donc le vulcain, c'est un très beau papillon noir et rouge, hein, très commun d'ailleurs. Mais voilà, donc, j'avais 5 ans. L'étude a été très courte. Alors après, le morpho. Déjà parce que c'est un papillon un peu mythique, que j'allais déjà en Amazonie pour d'autres raisons, travailler sur l'art plumaire des Indiens, donc ça c'est une autre... Il y a de la structure, hein, c'est pas une lubie, c'est qu'il y a aussi de la structure photonique dans les plumes d'oiseaux, donc je travaillais là-dedans. Et puis, quand on est opticien, c'est le boulot d'un opticien, c'est vraiment bête comme chou, hein. Vous avez une surface comme ça, elle vous intéresse, vous envoyez de la lumière et puis vous mesurez ce qui ressort. Il n'y a pas besoin de faire des études pour ça. Le problème, c'est qu'on aime bien avoir des grandes surfaces. Si vous voulez faire de l'optique sur une écaille de papillon, alors on sait faire, je sais faire, mais c'est pas simple. Le morpho, ben voilà, morpho c'est un bestiau comme ça, quand même. Ça fait des petits gros. Et donc pour un opticien, c'est idéal si les surfaces sont petites et gros, non plates, des espèces bleues, mais des petits gros. Et donc pour un opticien, c'est idéal si vous voulez, les surfaces sont pratiquement plates. Parce que oui, je dis, on fait une mesure comme ça, et puis vous mesurez là, mais encore faut-il savoir où ça part de ce côté-là. De ce côté-là, c'est vous qui choisissez, mais de l'autre côté, c'est le papillon. Donc si vous avez des surfaces comme ça, la mesure, elle va être compliquée. Avec un morpho, c'est une facilité. Vous envoyez là, ça ressort, comme je vous le disais, sur les côtés, ça se voit, on peut faire les mesures très bien. Donc voilà, j'ai regardé ça pour ça. Et puis, je raconte ça dans mon bouquin, j'avais un professeur d'optique célèbre qui s'appelait Maurice Françon, qui était chasseur de papillons, avec son collègue mathématicien qui s'appelait Laurent Schwartz, l'inventeur comment on dit, pas les transformations de Schwartz, les distributions de Schwartz. Donc voilà. Deux chasseurs de papillons célèbres de par le monde, et c'était un prof très charismatique. Et puis, donc on discutait beaucoup, et donc je parlais papillon avec lui, j'étais dans son bureau, et sur son bureau, il avait un presse-papier qu'il avait fait lui-même, c'était un morpho qu'il avait inclus dans une résine, ça se faisait beaucoup d'inclure là. Et pas très étonnamment, mais le morpho avait perdu ses couleurs. Alors, je crois qu'il connaissait très bien la réponse, mais il m'a donné son truc, il me l'a donné, il m'a dit, tiens,
explique-moi pourquoi les couleurs ont disparu. Voilà. Alors en fait, l'explication, elle est monstrueusement simple. Vous avez la structure que je vous ai montrée, vous avez des stries comme ça, et puis dans les stries, il y a des empilements de lamelles. Donc en fait, la structure, c'est de l'air et de la chitine. Quand vous faites une inclusion, ben, la résine, elle prend la place de l'air, elle a pratiquement le même indice optique que la chitine, donc quand la lumière arrive là-dessus, ben, elle voit plus de structure. C'est comme si vous aviez fait disparaître la structure, donc la couleur a disparu. Voilà, bon, à mon avis, il le savait, il voulait me tester. Mais, voilà, donc ceci dit, j'ai quand même joué le jeu, j'ai cherché un peu, et donc j'ai commencé, j'ai acheté mon premier morpho à cause de ça. Est-ce que la couleur bleue a une importance par rapport à une autre couleur? Dans vos recherches, est-ce que la couleur bleue, ça a oui, alors, dans mes recherches à moi, pas spécialement, mais si on pense application derrière, oui, le bleu est une couleur à part. Et une couleur à part parce qu'il y a très peu de pigments bleus. Dans la nature, d'ailleurs, hein, si vous voyez quelque chose de bleu chez un organisme vivant, plante ou animal, hein, en 99% des cas, c'est une structure. La nature ne fait pas de pigments bleus, extrêmement peu, il y a des raisons très logiques à ça. Si j'ai une minute, je vous explique. En gros, longueur d'onde bleue, c'est les toutes petites. Hein, l'œil humain, il voit du violet au rouge, et les violets ultraviolets, c'est les petites longueurs d'onde, et les rouges, c'est les grandes longueurs d'onde. Si un objet pigmentaire est bleu, ça veut dire que la molécule, elle a absorbé tout le reste. En gros, le rouge, c'est-à-dire les grandes longueurs d'onde. Et si vous voulez absorber les grandes longueurs d'onde, toujours ce rapport de taille là, ben, il faut que la molécule soit grande. Une petite molécule, petite comme ça, ne peut pas absorber une longueur d'onde comme ça. Il faut que la molécule soit comme ça. Donc si vous voulez faire un pigment bleu, ça veut dire que ce sont des grosses molécules. Et des grosses molécules dans la vie, ben, ça coûte cher à faire. Ça coûte cher. Je ne parle pas en argent sonnant et trébuchant, je parle en énergie, en matériaux, des choses comme ça, si vous voulez. Donc en gros, les molécules organiques bleues, c'est des molécules grosses comme ça, avec des petits bras partout, parce qu'il faut les grossir, donc on rajoute des bras à gauche, à droite, comme ça. Et ces bras, ben, ils tiennent par une liaison qui se casse s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, voilà, des choses comme ça. Donc c'est des molécules très instables. Donc la nature n'étant pas bête, elle ne fait pas de pigments bleus parce qu'il faudrait les... Ben, c'est pas stable, donc c'est pas intéressant. Donc elle fait de la structure. Alors évidemment c'est la nature, donc contre-exemple, un papillon bleu qu'on trouve très bien en Amazonie d'ailleurs, c'est un papilio, un bleu magnifique. Vous l'attrapez, vous le tuez, 5 minutes après, il est vert. Ça veut dire que 5 minutes de vie en moins, ça suffit à casser les molécules et la couleur bleue disparaît. Tellement ce sont des produits instables. Ce qui veut aussi dire que le papillon, il passe sa vie à fabriquer des pigments en permanence. Voilà. Et si vous regardez l'histoire des couleurs chez nous, eh ben, c'est pareil, le pigment bleu, pendant très longtemps, jusqu'à la Renaissance, c'était minéral. C'était du lapis lazuli, c'était du bleu de cobalt, c'était des choses comme ça. Les pigments organiques, ils sont arrivés au 19e siècle, hein, simplement. Un Allemand qui a inventé ça, d'ailleurs. Un bleu qu'on a appelé donc le bleu de Prusse, hein, forcément. Voilà l'histoire du bleu. Donc ceci dit, et à l'inverse, si vous voulez, c'est très naturellement, alors ça par contre je ne sais pas pourquoi, mais une structure de 100 nanomètres, je vous parlais du lambda sur 4 au tout début de ma conférence, hein, lambda la longueur d'onde, le bleu 400 nanomètres, lambda sur 4, 100 nanomètres, bah, très étonnamment, tous les insectes là, ils accumulent des couches les unes sur les autres, et ces couches font 100 nanomètres. C'est une taille que la nature aime bien faire. Il n'y a peut-être pas forcément de raison à ça, mais c'est comme ça. Visiblement, j'ai jamais trouvé de papillons qui faisaient des couches de 300 nanomètres. Ils font des couches de 100, voilà. Donc colorées. Alors s'ils font 110, ça ne sera plus du bleu, ce sera du vert. Vous voyez, des choses comme ça. Mais voilà, c'est une taille que la nature fait très, très facilement, quoi.
Parce que vous pourrez me dire, pourquoi elle ne fait pas du rouge si c'est si facile? Parce que visiblement, elle n'arrive pas rouge, il faudrait faire des couches beaucoup plus épaisses, et visiblement, ça ne se fait pas trop. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, il y en a une. On a l'impression que l'état de notre planète, on accuse beaucoup la chimie sur la pollution, on a parlé d'ozone, on a parlé des gaz à effet de serre. Et en vous écoutant, je me dis que la physique, c'est peut-être le salut de... Vous avez sûrement raison. C'est pas un physicien qui va vous dire le contraire. Non, mais si vous voulez, objectivement, la vie, c'est de la chimie. Il n'y a quand même pas des tonnes de physique dans... donc c'est vrai que l'impact de la chimie est colossal, quoi, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est la chimie qui va nous sauver? Ça, par contre, j'en suis pas sûr. Mais pourquoi pas, si vous voulez. Et vous voyez, il y a quand même des très beaux exemples de réalisation physique dans la nature. Alors déjà, si vous voulez, pour commencer, le distinguo physique-chimie, compliqué. Voilà, moi, quand j'ai mon collègue allemand qui fait de l'électrochimie, l'électrochimie, je ne sais pas ce qu'il fait en chimie, mais par contre, il fait de la physique, quoi. Il manipule des électrons sur des électrodes, enfin voilà, quoi. Il me dit qu'il fait de la chimie, moi je lui dis qu'il fait de la physique, bon, chacun son truc, quoi. Voilà. Mais il y a quand même les exemples célèbres, les poissons électriques. Les gymnotes, là, c'est une espèce d'anguille qu'on trouve en Amazonie, qui est un des dangers potentiels de mettre les pieds dans ces fleuves-là, c'est de tomber sur des gymnotes. Une gymnote, c'est 600 volts, 5 ampères. 5 ampères sur 600 volts. Moi, j'achète une alimentation au laboratoire qui est de 5 ampères, 600 volts, c'est un monstre comme ça. Voilà, vous avez un poisson là qui est là depuis la nuit des temps et qui vous fait... Oui, donc ça veut dire... Et tout ça strictement en organique. Dans mon poisson, j'ai du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote. C'est tout. Aucun conducteur, aucun isolant, aucun semi-conducteur, pas de terre rare, rien. Alors il y a des ions qui se baladent là, etc. Mais voilà. Donc vous voyez, on peut aussi faire de l'électricité sans terre rare, quoi. Et sans métaux rares, il faudra le faire. Alors, est-ce qu'on a la clé? Est-ce qu'il y a une dernière question? Il n'y en a plus? Ouais, allez. Merci. En fait, moi, la question, c'était la nature, finalement, c'est juste, je ne sais pas combien de pourcentage vous avez montré là aujourd'hui dans cette conférence, mais je pense qu'il existe énormément de choses et je veux juste savoir par quoi on commence parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui à explorer, il y a même peut-être des choses qu'on ne connaît pas encore. Bien sûr. Mais, si vous voulez, c'est une des raisons, bon, il y en a 1000, mais c'est une des raisons pour préserver la biodiversité. Bon, c'est un point de vue très anthropocentrique, si vous voulez, mais les 3/4 de nos médicaments sont basés sur des molécules naturelles. Qu'on n'exploite pas forcément, mais qu'on simplifie, qu'on synthétise, etc. Mais un des premiers médicaments contre le cancer, c'est une pervenche de Madagascar, voilà, qui était en voie de disparition. Ne me demandez pas comment, il y a eu un gars qui a eu l'idée de tester la pervenche de Madagascar, mais il l'a fait, il s'est avéré que ça avait un effet, quoi. Et pendant longtemps, ça a été le médicament, un des premiers, enfin ça intervenait, ça intervient d'ailleurs peut-être toujours, bon on la synthétise maintenant évidemment, quoi, mais voilà, quoi. Alors après, oui, par où commencer, mais c'est compliqué, mais la bonne nouvelle aussi, c'est que ça finira pas, quoi. Je sais pas par où commencer, mais je sais qu'on n'arrivera jamais au bout. On compte en ce moment, je crois que dans l'arbre de la vie, on doit être à 1 million et quelques espèces décrites, ça veut dire à qui on a donné un nom, répertorié avec un holotype gardé dans un musée, on doit être à 1,5 million ou un truc comme ça. Les estimations, c'est que c'est minimum 15 millions et très probablement 30. Voilà. Des espèces qu'on ne connaîtra jamais, donc, parce qu'en ce moment, il en disparaît plus rapidement qu'il n'en apparaît.
Et c'est pas forcément de notre faute d'ailleurs. Ils ont mesuré, on a estimé, si vous voulez, la durée de vie. Une espèce, ça n'a jamais été fait pour durer éternellement. Hein. Et la durée de vie moyenne d'une espèce, je crois que c'est aux alentours, donc moyenne, hein, je crois que c'est aux alentours de 200 000 ans. Voilà. Alors, bon, l'espèce humaine, je ne sais pas si elle peut manager ça, si vous voulez. Est-ce qu'on sera suffisamment malin pour la prolonger plus longtemps que ça? Parce que 200 000 ans, ça veut quand même dire que ça commence à chauffer quand même. Ça sent le sapin un peu là. Et quand on voit un peu ce qu'on est en train de faire, si vous voulez, oui, ben on comprend bien quoi, qu'il y a ce danger-là. Cette surpopulation là. Là, j'ai pas eu le temps de montrer ça, si vous voulez, mais ça aussi, c'est de la biologie. Une espèce finit toujours par se stabiliser en nombre. On n'y échappe pas. Dans un écosystème donné, vous mettez des lapins dans une prairie, vous laissez vivre comme ça, vous n'intervenez pas, vous laissez faire. À un moment, la population de lapins va se stabiliser. Le tout est de savoir, et on sait que la population humaine va se stabiliser, on a passé les 8 milliards, on estime le plateau à 11 ou 12 ou quelque chose comme ça, donc ça veut dire qu'on approche quand même un peu de la fin, quoi. De la stabilisation. Le seul problème, et ça c'est toujours les lapins qui nous le disent, c'est comment on va se stabiliser. Donc l'idéal, hein, vous avez votre limite qui est là, l'idéal c'est que la courbe s'inverse et puis on tend vers la limite inférieure, comme on dit en maths, quoi. On est plutôt mal barré pour ça. C'est-à-dire que probablement on va la dépasser. Et les lapins font ça. Ils dépassent la limite, c'est-à-dire qu'ils sont trop nombreux, plus assez de prédateurs, ils détruisent leur écosystème. Ça commence à nous rappeler quelque chose, ça. Hein. Donc, ça veut dire qu'on le dépasse, il y a moins à manger, donc la population diminue et elle va tendre vers son équilibre par le haut. C'est encore acceptable, sauf que ça se fait en général dans un temps très court, et une population humaine qui va décliner de 3 ou 4 milliards en 50 ans, 100 ans, ben, ça ne va pas se faire tout seul, ça veut dire, mais c'est ce qui se passe, on va se tuer et on va avoir des maladies. On va se tuer pour avoir de l'eau, de la bouffe, et puis on va avoir des épidémies. Ah, bon. Et puis le scénario encore plus catastrophique, c'est que dans les deux précédents, la niche écologique résiste. Le lapin, il l'a foutu en l'air, mais la population de lapins a baissé, tout n'était pas mort, ça a repoussé et ça revient. Et le danger, c'est que la niche écologique ne résiste pas, donc elle disparaît. Et alors c'est pas grave, ça veut dire que c'est plus des lapins, c'est une autre espèce qui va venir derrière, qui elle vivra très bien dans cette nature détruite pour les lapins, mais pas pour tout le monde, et ce sera une autre espèce qui va recommencer le cycle, qui va croître, qui peut-être en mangera trop, etc. etc. Voilà, peut-être qu'un jour on sera remplacé par des aliens, quoi. Réponse au mois d'avril avec un Vinicius. Alors, on ne peut pas finir sur une note négative comme ça. Non, absolument pas. J'étais à l'école cet après-midi et tu as rappelé une phrase qui a été dite par un génie de la Renaissance. Est-ce que tu pourrais la redire au moins? Léonard de Vinci, ouais. Évidemment. Alors, ça aussi, c'est un peu l'histoire de la bio-inspiration, si vous voulez. On dit souvent, et d'ailleurs le journaliste là, qui nous a interviewé ce matin a dit cette chose à laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, en disant bio-inspiration, c'est une histoire vieille comme le monde. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que l'homme se soit tant inspiré de la nature que ça, probablement pour les armes au début, la lance, le harpon, l'hameçon, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est effectivement des trucs qu'on trouve dans la nature. Un dard de guêpe, c'est une flèche magnifique, si vous voulez. Voilà. Peut-être. Mais sinon, après, pas tellement, quoi. Au Moyen-Âge, bon, les Romains, toujours dans les arts guerriers, si vous voulez, la technique de la tortue, voilà, bon, ça peut être inspiré effectivement très probablement par une carapace de tortue. Les phalanges macédoniennes, vous savez, ces gens avec des lances immenses là, comme ça, quand ils étaient attaqués, hop, et ben, c'était un porc-épic. Personne ne pouvait passer ça. Voilà des inspirations, toujours militaires, et d'où le laboratoire de la Navy, si vous voulez, dans d'autres domaines. Et puis voilà, donc finalement pas de grandes inventions civiles, on va dire, si vous voulez, bio-inspirées, jusqu'à Léonard de Vinci.
Donc Léonard de Vinci, qui a énormément étudié la nature, c'est le premier à avoir vu qu'il y avait un désordre structural dans la nature qui était très important. Il étudiait les cours d'eau avec les tourbillons. Il a vu que les tourbillons étaient multi-échelles. Il y en avait des gros, puis dans les gros, il y en avait des plus petits, que tout ça tournait dans des sens un peu différents, etc. Donc il a étudié le désordre dans la nature. Et il enseignait, et il disait à ses étudiants, allez observer la nature, là est votre futur. Voilà, joliment dit, on peut finir là-dessus. Et c'est ce que j'ai dit aux jeunes ce matin, je crois qu'ils n'ont pas suivi complètement, mais je pense vraiment, après ce qu'on a vu là, si vous voulez, que je pense que la bonne façon de s'en tirer, c'est de revenir à un mode naturel, c'est-à-dire économique en éléments, recyclable rapidement, sans déchets. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Vous voyez, tous ces principes dont on parle beaucoup maintenant, mais un peu tard, et puis surtout, pour l'instant, on ne sait pas faire. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a du travail. Merci.